Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de l'éditorial, votre émission de débat de presse sur HTV. Chaque semaine, ici même, les responsables éditoriaux des plus importants médias du pays viendront exposer les orientations éditoriales qu'ils auront choisies pour traiter les principaux sujets de l'actualité de la semaine. Grâce à cette confrontation des postures et orientations éditoriales, vous pourrez mieux comprendre les ressorts et les registres, les significations et les horizons des faits majeurs de l'actualité nationale et internationale. Pour cette première édition, nous parlerons de 3 sujets. Le premier a trait aux accidents sur nos routes, dont le nombre et les victimes ne cessent d'augmenter, prouvant chaque jour l'inefficacité des mesures du gouvernement à les limiter. Le deuxième sujet porte sur les offres des projets de société des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2008. Certains d'entre eux ont commencé à les décliner depuis un moment. Nous essaierons d'en examiner la faisabilité et la pertinence. Puis en troisième partie de cette émission, nous rendrons un hommage à un homme hors norme, Joseph Kadji Defosso, qui nous a quittés le 23 août dernier des suites de maladie. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau 2 invités. Le premier, c'est François Mboké, directeur de publication du journal Diapason, journaliste d'abord. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue à cette première édition. Merci bien. Deuxième invité sur ce plateau, Aristide Aboudi Otto, journaliste et rédacteur en chef du journal Intégration. Bonjour Aristide. Bonjour Serge. Et merci de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau pour cette première édition. Merci à vous pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, très rapidement, nous allons passer au premier sujet de notre entretien ce jour. Le ministère du Transport, en charge des transports, vient d'organiser un séminaire sur l'évaluation de la performance de la sécurité routière. Un séminaire qui s'est tenu dans le sillage de la visite au Cameroun, visite de travail au Cameroun de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Vous l'avez compris, l'idée est de parler de cette question. Alors pour HTV, William Tadou a couvert le séminaire du ministère en charge des transports. Il revient dans l'élément qui va suivre sur les principales statistiques en rapport avec les morts sur nos routes. Au Cameroun, les accidents de la circulation constituent l'une des principales causes de la mortalité. Par ailleurs, il est désormais clair pour tous que, si tant est que l'émergence est un challenge à relever, il faut considérer la réflexion du philosophe et juriste français Jean Bodin qui considérait qu'il n'y a point de richesse que d'hommes. La réduction des accidents de la circulation et par ricochet du nombre de morts préoccupe, dans la mesure où, selon les données de la Direction générale à la sûreté nationale, la situation à cette heure est loin d'être en phase avec les ambitions chères à la nation. Entre 2008 et 2016, les accidents urbains n'ont fait qu'osciller, évoluant en dents de scie. En 2008, les villes du Cameroun ont connu 12 162 accidents, contre 18 807 en 2012 et 8 849 en 2016. Pour ce qui est du taux d'accidentabilité interurbain, il apparaît que sur la période allant de 2008 à 2014, le Cameroun a enregistré en moyenne 3 110 accidents avec 10 088 personnes décédées par an, pour une réduction de 13,40% dans l'ordre de 2,23 en moyenne par an. Pour ce qui est des causes de ces accidents interurbains, selon les documents de performance de la sécurité routière au Cameroun, entre 2008 et 2014, 3,64% des causes sont environnementales, 15,39% sont associées au mauvais état des véhicules, 80,99% des accidents sont associés aux fautes humaines. Les hommes tantôt inattentifs, tantôt distraits, soit par défaut de maîtrise de leur engin ou par excès de vitesse. Jean Todt, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, lors de sa dernière visite de travail au Cameroun, a formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement camerounais. L'un des aspects importants, c'est d'être en position d'une base de données, des statistiques de circulation fiables sur laquelle des décisions peuvent être prises.
Par exemple, il faut qu'on sache quelle est la cause des mortalités, quelle est la cause des accidents. Il faut qu'on a des statistiques des accidents qui indiquent, qui permettent ainsi qu'on peut prendre des décisions, des politiques sur la prévention routière peut être mieux orientées pour répondre aux problématiques des accidents de circulation d'une façon plus scientifique et plus sûre. Nous sommes sur le plateau. Chers invités, vous-même, vous venez de prendre connaissance des chiffres très alarmants sur les accidents de la route. On a dépassé depuis longtemps la cote d'alerte. Qu'est-ce qu'on fait, François Mbouké? Ces chiffres, permettez-moi d'en douter de la pertinence, parce que dire que presque 90% de Camerounais soient des mauvais chauffeurs est faux. Cela ne peut pas être vrai, sinon il y aurait... Ce sont des chiffres, je précise, du ministère en charge oui, des qui ne sont pas fiables, parce que je ne connais peut-être malheureusement pas les circuits par lesquels ils sont passés pour faire ces statistiques, mais je vous dis, je suis également quelqu'un qui suit cette activité de la sécurité routière. Je suis membre d'une organisation de la sécurité routière. Ces chiffres-là ne peuvent pas être vrais. On ne peut pas dire que 88% et presque 90% de Camerounais soient des mauvais chauffeurs. Non, il y a que l'état des routes. Moi, j'ai eu ces derniers jours emprunté tous les grands axes que nous avons au Cameroun. Lorsque vous prenez la route qui va à l'est, elle est serpentée. C'est-à-dire que les premiers problèmes commencent au niveau structurel. Vous prenez une route qui doit desservir autant une route transnationale qui va même desservir même la sous-région. Et la largeur, c'est 7 mètres. Un grumier fait combien de mètres de largeur? Alors, lorsque vous vous retrouvez sur cette piste, il y a de fortes chances qu'avec les virages qui sont presque à 90 degrés, que quelque chose de mauvais se produise. Lorsque vous prenez la route qui va à Douala, c'est la même chose. Quel est le taux de trafic sur la route? Mais qu'est-ce qui a été fait pour que, au moins, que l'on ait sur le goudron, c'est-à-dire un bitume quand même qui puisse être adhéré à l'état des chaussées, de la route et puis de l'état des roues, des pneus de véhicules. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. La signalisation verticale comme horizontale n'existe pas à certains endroits. Hier, nous étions sur la route de l'Ouest. Il n'y a presque pas de signalisation verticale. Ça veut dire des poteaux, les panneaux qui vous indiquent la vitesse. Par exemple, voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce soit les Camerounais qui sont des mauvais conducteurs, je ne pense pas. Et l'État doit faire un travail sérieux, notamment le ministère des Transports, la gendarmerie et la police. Nous avons cru à un moment qu'en prenant, et puis il faut mettre aussi les ONG, parce qu'ils font un travail très sérieux ces derniers temps, en prenant donc cet ensemble de choses, et puis les communicateurs, parce que beaucoup de personnes ne sont pas au fait de certaines choses, mais comme ils sont détenteurs de permis de conduire, ils sont détenteurs de titres de voyage, c'est parfois quand ils sont face à la justice qu'ils se rendent compte que la licence dont ils sont porteurs n'est pas celle qu'ils devaient avoir en tant que transporteur. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire là-dessus qui devrait être fait au quotidien. L'État du Cameroun dépense, je pense, 2 à 3 milliards de francs par an pour que les citoyens camerounais puissent bénéficier de toutes les actions qui rentrent dans la sécurité routière au travers peut-être des forces de l'ordre, la gendarmerie, police et tout ce que le ministère des Transports pour la sensibilisation et l'accompagnement. Mais je pense que ce budget va beaucoup plus dans une sorte de bataille de contrôle de ce budget par les forces que je venais de citer et qui finalement ne rentrent pas dans les missions premières, parce que lorsque nous voyons des actions qui sont posées sur le terrain, que ce soit par la police, la gendarmerie et les autres forces qui interviennent, le ministère des Transports notamment, il y a plutôt des conflits d'intérêts qui sont tout le temps dégagés dans leur collaboration. Il n'y a pas une certaine sympathie, il n'y a pas une certaine énergie assimilée pour que le travail de la sécurité routière puisse mériter d'être au profit du Camerounais et réduire substantiellement le nombre de morts et par tant le nombre d'accidents. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Nous pensons que nos dirigeants doivent mettre en amont l'intérêt général au lieu de mettre en amont les intérêts particuliers des groupes que je viens de citer. Il sera beaucoup question de gouvernance sur cette problématique au cours de cette émission, mais je voudrais faire réagir Aristide sur la question des chiffres. Dès l'entame de son propos,
François Mbokey a tout de suite mis en cause la pertinence des chiffres qui sont avancés par le ministère des Transports. Avant que vous ne réagissiez, je précise sur la question des causes. Il n'y a pas seulement que le ministère des Transports, la gendarmerie estime elle aussi que jusqu'à 80% des accidents qui sont causés sur nos routes sont le fait des causes humaines. Bon, écoutez, la fiabilité des statistiques peut être remise en cause, d'autant plus que on a vu le directeur des transports terrestres lui-même dire qu'on n'a pas encore une réelle base de données en matière de sécurité routière. Donc, c'est certainement des projections qui sont réalisées. Mais moi, je voudrais dire que, en supposant même que ces statistiques soient vérifiées, la question qui mérite d'être posée, c'est pourquoi les chauffeurs sont tant irresponsables? Si les statistiques sont vérifiées, la question peut se situer en amont. Comment devient-on chauffeur? Est-ce que le permis de conduire garantit qu'au bout, celui qui l'obtient ait les aptitudes nécessaires pour conduire un véhicule? Donc, moi, je pense que ces statistiques, plutôt que... Enfin, puisqu'ils sont balancés par les autorités comme pour culpabiliser les conducteurs, ils posent aussi la question de la gouvernance en matière de délivrance des titres de transport. Et notamment le permis, le permis de conduire. Il est du permis de conduire comme des fameux contrôles, des visites techniques. Voilà, par exemple. Donc, il faut poser toutes ces questions-là. Moi, on a régulièrement des gens autour de nous qui passent l'examen de permis de conduire. Donc, il y a un ensemble d'exigences qui n'ont rien à voir avec les aptitudes nécessaires pour obtenir un permis. Donc, mais moi, je pense que la question, elle ne peut pas être résolue de manière parcellaire. Il faut une stratégie holistique parce que les causes sont multiples et concernent des secteurs variés. François Mbokey faisait allusion tout à l'heure à l'état des routes. On ne peut pas, d'ailleurs, même en prenant la statistique, on a environ 15%. Tout à fait, sur l'état des routes, voilà, l'état des infrastructures de transport. Voilà, donc il faut résoudre ça. Nous avons parlé de la question de la formation, et puis il y a la question de la qualité même des véhicules dans lesquels nous roulons. Et puis il y a même l'organisation globale du service, à la fois du transport interurbain et urbain. Donc, si on ne traite pas toutes ces questions-là à la fois, il sera difficile de venir à bout de ce problème. Et j'ajoute également que la prévention routière doit être quelque chose qui se fait avec sérieux. Parce que de mon point de vue, pour l'instant, ça manque de sérieux. On est davantage sur le thème du folklore que celui de la pertinence. Bon, peut-être le folklore, mais moi je vois davantage chasse au gain. Parce que moi je me suis toujours posé la question de savoir s'il y a un guichet en pleine rue, ou lorsque vous avez une contravention pour excès de vitesse, vous devez payer séance tenante, non pas... Contre reçu, par exemple. C'est reçu... moi, je pense qu'on donne de l'argent, on devrait donner l'argent au trésor, ou à un assermenté du trésor. On ne donne pas de l'argent pour payer une contravention à un policier, je ne sais pas, ou à un gendarme. Il ne me semble pas qu'il soit préposé à la collecte. Voilà, donc, donc tout ça fait en sorte que les gens, on a le sentiment que les gens travaillent davantage pour autre chose que pour la sécurité routière. Alors j'ai dit tout à l'heure que nous allons beaucoup parler de gouvernance. Essayons de lister le nombre d'acteurs institutionnels qui sont impliqués dans cette affaire. Donc il y a le ministère des Transports, il y a le ministère des Travaux publics, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère du Commerce,
il y a le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il y a la gendarmerie nationale, il y a la police. En tout, vous avez 7 ministères et administrations publiques qui travaillent sur cette question. Et on n'a pas le sentiment qu'il y a un travail de coordination de l'ensemble des activités de tous ces ministères. L'une des preuves, c'est que d'un organisme à un autre, d'un ministère à un autre, sur la même question, les statistiques souvent varient. Mais je pense que là, parce que quand vous avez commencé à citer, j'ai failli vous dire qu'il faut peut-être commencer par citer le président de la République. Bon. Quel est son programme? C'est-à-dire, enfin, on va parler des programmes là. Quelle est sa stratégie pour résoudre cette question? Parce que c'est quand on aura une stratégie globale qu'on aura identifié quelle est la tâche ou alors quelle est la part qui revient à chaque administration et comment ces actions-là sont articulées. Voilà, pour arriver à un résultat efficient. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord que, puisque les actions que pose un gouvernement ou les membres d'un gouvernement sont l'émanation d'une vision stratégique portée par un leader qui est fait président de la République. Donc, il faut d'abord commencer à ce niveau. Quelle est la stratégie globale du Cameroun en matière de lutte contre les accidents de la circulation? Moi, je n'ai pas vraiment de visibilité. Alors, sur cette question, il y a une stratégie nationale de la sécurité et de la prévention routière qui est à l'œuvre, qui est d'ailleurs en train d'être auditée en ce moment, qui est portée par le ministère en charge du transport. Reste que beaucoup d'observateurs estiment que sur le plan institutionnel, il est quand même difficile qu'un ministère porte une stratégie nationale, alors que sur la même stratégie, sur le même thème, d'autres ministères, souvent même protocolairement plus importants que celui-là, sont impliqués. Du coup, il y a un problème de comment le ministre des Transports pourrait donner des ordres à ses collègues. Beaucoup d'observateurs proposent par exemple qu'une telle stratégie soit portée à un niveau un peu plus élevé, par exemple au niveau de la primature. C'est également votre sentiment? Bien entendu, parce que je vous ai parlé d'entrée de jeu des problèmes de coordination que les autorités camerounaises ont, c'est-à-dire on maille à partir avec cette affaire de stratégie de la sécurité et la sûreté routière. Parce que tout commence là. Si on n'a pas une bonne stratégie élaborée qui ressorte tous les problèmes et que l'on aille vers la recherche des solutions à chaque problème, on ne pourra pas s'en sortir. Vous avez cité ces administrations, je vous ai parlé aussi des ONG qui effectivement essayent de... Et il y a une en particulier, Sécuroute, à laquelle j'appartiens. Donc, nous faisons un travail de terrain chaque fois. Nous essayons d'aller vers soit des camionneurs, des transporteurs ou alors tous les acteurs. En fait, nous essayons de faire des propositions et nous communiquons par des moyens que nous avons pour essayer de réduire un certain nombre de fléaux qui gangrènent le secteur de la sécurité et la sûreté routière au Cameroun. Maintenant, il faut que toutes ces administrations donc, que vous venez de citer, chacune d'elles sorte sa stratégie, en fait des problèmes déjà connus en son sein, et maintenant que l'on cherche des stratégies de sortie de ces drames. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être au niveau des travaux publics, je vous ai parlé de ces routes qui ne correspondent pas à la demande que nous avons aujourd'hui. Je vous ai parlé de ce manque de signalisation, par exemple, parce que quand vous empruntez une route, vous n'êtes pas nécessairement un chauffeur qui la prend tous les jours. On a même le sentiment qu'il y a un piège bien entendu, sur la question. Puisque quand vous empruntez une route qui n'est pas signalée, c'est comme si vous tombez en mer où vous ne savez même pas la profondeur. Donc, ce sont ces panneaux qui vous guident lorsque vous ne la maîtrisez pas. Que ce soit la signalisation verticale qu'horizontale, vous avez la chance donc de savoir que lorsqu'on a mis tel panneau, il y a un virage à droite qui est dangereux. Lorsqu'on a mis telle limitation de vitesse, je ne dois pas l'excéder parce que je cours des risques d'accident ou alors de sortie de piste. Il y a beaucoup de travaux qui à la base doivent être faits. Mais je dis encore un travail de sensibilisation parce que beaucoup de personnes qui conduisent aujourd'hui malheureusement ont peut-être un papier qui présente
mais ils n'ont pas le permis de conduire. Parce ils n'ont pas la capacité, pas la vraie capacité les compétences de conduire. Qui plus est encore, il y a un déficit au niveau de la formation, parce que les problèmes concernent beaucoup plus les gros porteurs, les grands transporteurs, qui au Cameroun ont un souci quand même au niveau de la formation. Est-ce que l'État s'est déjà demandé un jour pourquoi nous avons des chauffeurs de cette catégorie, des conducteurs de cette catégorie à qui on délivre quand même des permis, mais ils ont été formés dans quelle auto-école? Est-ce qu'il y en a au Cameroun qui forment? À ma connaissance, il y a une seule. d'école de Margénie, voilà, vous êtes bien informé, qui forme en la matière. Et si vous tendez le micro aux grands transporteurs, je ne suis pas sûr que deux vous diront que cette école existe. Parce qu'elle-même ne fait aucun effort pour communiquer sur sa présence et sur son offre au niveau de la formation. Ça fait que c'est un problème sérieux. Comment des gens deviennent-ils alors des conducteurs d'engins au Cameroun alors qu'il n'y a pas une école officielle qui les forme? Est-ce que l'État a regardé de ce côté? Et voilà un pan. L'État a mis à un moment les services de contrôle technique. Est-ce que ces gens sont allés voir si le matériel qui est utilisé même au niveau des contrôles est encore fiable? Est-ce qu'ils se sont déplacés même un jour pour dire nous allons voir comment vous travaillez, comment vous faites un contrôle, prendre même un jour pour aller dans... Elles ne sont pas nombreuses, je pense qu'elles sont une dizaine, pour aller au moins voir comment ces agents travaillent. Quelle est la fiabilité des résultats? Et les plateaux techniques. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on est allé le regarder? On ne le fait pas. Actuellement, on suspend des agences de voyage parce que on va vous dire que on se rend compte qu'après l'accident, ils ont une licence de catégorie 1 alors qu'ils devraient avoir une licence de catégorie 3. C'est pas au moment de l'hécatombe le problème du contrôle a priori. Voilà. Et il y a un autre problème sur le terrain où les agents même de police et gendarmerie ne savent même pas à quoi correspondent ces licences-là. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vérifié. Parce que lors du dernier accident, je pense que c'était général, sans publicité, on s'est rendu compte qu'ils venaient de faire un contrôle technique qui avait donné quitus. Ils venaient de faire ils sont dépassés 2 contrôles routiers avec la même licence. Ils n'ont pas été interpellés. Ça voudrait dire qu'il y a un manque de connaissances, même des pièces à demander. Et hier, je vous parlais encore de ces tracasseries qui sont aujourd'hui décriées au niveau des contrôles mixtes, police, gendarmerie. Alors là, c'est quelque chose qui risque de causer un grand tort au Cameroun. L'image du Cameroun va en prendre un coup parce que nous sommes en train de préparer un grand événement qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations. De 2019. Après l'élection présidentielle qui va aussi drainer les observateurs ici. Mais lorsque vous arrivez au contrôle de police et gendarmerie, c'est comme si c'était une bataille de qui va contrôler le premier pour faire... En fait, il y a tellement de choses, nous allons attirer l'attention des autorités là-dessus, qui ne peuvent pas permettre à notre pays d'avoir une visibilité, une image plus éclatante. Déficit, donc, oui, Henri, je voulais revenir un peu sur les problèmes de coordination ou alors qui doit porter le leadership sur cette question. Je pense que je ne vois pratiquement aucune question qui ne soit pas, qui n'ait pas une dimension multilatérale. Multisectorielle. Ou multisectorielle, voilà. Donc, en fait, le ministère des Transports peut bien porter la mise en œuvre de la stratégie. Mais il y a les conseils des ministres, ou alors, disons, les conseils des ministres, puisqu'on n'a pas les... Comment on dit ça? Cabinets. Enfin, le conseil de cabinet, plutôt, puisqu'on n'a pas de conseil de ministres. On en a théoriquement. Enfin, je veux dire, c'est comme une éclipse lunaire. Donc, les conseils de cabinet sont donc des instances de coordination, c'est-à-dire le ministère des Transports, puisqu'il est le ministère le plus proche de la question, peut porter la stratégie et les problèmes de coordination ou d'interaction entre les différents secteurs
pouvant se régler au niveau de la primature. Parce que si on fait porter toutes les stratégies au Premier ministre, finalement les ministres Alors, sur la question, effectivement, plusieurs conseils de cabinet ont statué sur cette question de la route. Il y a même d'ailleurs un conseil national de la route qui est présidé par le Premier ministre. Effectivement, cette question peut être réglée. Le problème, c'est que à l'observation, dans la réalité des faits, on se rend bien compte que chacun de ces départements ministériels fait en fait son numéro à part. Donc, vous vous souvenez d'une campagne qui a été lancée par le ministère, par la gendarmerie. Quand vous allez demander au ministère des Transports, on vous dit, bon, ben, écoutez, nous sommes au courant de rien, vraiment, ils font leur numéro. Et donc, c'est précisément ce problème, parce que comme François le disait, il y a aussi des enjeux financiers derrière sur la gestion des budgets. C'est donc là le vrai problème, parce que, en fait, les problèmes de coordination commencent à se poser lorsque les gens ont perdu de vue l'intérêt général. Parce que si nous avons tous comment on va dire, pour objectif l'intérêt général, je ne vois pas pourquoi, lorsque je dois lancer une activité, que je ne vienne pas vous voir pour dire que, ok, par rapport à ceci, au regard de mes compétences sur tel domaine, je prépare si. Mettons-nous ensemble pour que nous réalisons, pour que l'activité se réalise et que ces activités de la manière la plus efficiente se complètent, voilà. les unes avec les autres. D'ailleurs, ces activités ne devraient que se compléter, puisque et être planifiées, programmées sur le temps. Puisque déjà les cahiers de charges des différents départements ministériels à la base devraient d'abord être alignés sur des objectifs globaux. Voilà. Alors, question de gouvernance toujours. Nous parlons donc de cette pluralité d'acteurs institutionnels sur la question et de la difficulté à coordonner les actions, mais il y a aussi le déficit d'anticipation parce qu'on n'a pas assez anticipé sur l'évolution de la demande en matière de mobilité urbaine et interurbaine. Donc, les équipements, les infrastructures y afférentes n'ont pas suivi la demande en la matière. En effet. L'une des preuves, c'est même l'incapacité d'une ville comme Yaoundé à avoir un service public de transport urbain. C'est-à-dire qu'on va d'échec en échec. C'est la preuve d'un déficit de planification et peut-être, de mon point de vue, j'ai failli dire d'un déficit stratégique. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. L'État veut rendre un service subventionné sans s'assurer qu'il a les ressources, l'État, qu'il a les ressources justement pour assurer cette subvention. Pour financer cette subvention. Alors, si l'État n'a pas les ressources, il vaut mieux, on va peut-être dire que c'est une option libérale. Mais privatiser au moins. Non, au-delà de privatiser, laisser l'entreprise publique pratiquer les prix qui permettent à cette entreprise d'être viable. Il vaut mieux une entreprise qui rend un service sur une durée qu'une entreprise qui veut faire du social et l'État ne suit pas. Donc je pense qu'il y a un sérieux problème. Mais une entreprise publique aurait quand même des difficultés à le faire puisque la principale mission de l'entreprise publique c'est de réaliser un service public, c'est-à-dire dans des conditions quand même qui soient accessibles à la majorité. Bon, est-ce que le service public... Est-ce que l'idée ne serait pas finalement de songer à recourir au secteur privé? Non, je pense que les textes sont clairs. L'État est le garant des transports au Cameroun. Mais il peut y avoir une cession, comme il y en a eu dans d'autres domaines. Donc, en tant que garant, il peut effectivement céder le pouvoir à certains privés qui ont des moyens de le faire. Mais il faut des contrôles a priori et même des réunions consécutives pour essayer d'évaluer en temps réel l'état des moyens dont dispose le partenaire qui a été choisi.
L'État ne peut pas abandonner les transports publics. Et puis dans un pays, les transports publics rentrent dans le cadre des leviers de développement. Si l'État n'a pas un transport public, ça voudrait dire que ce que j'entends dire émergence est éloigné. Tout le monde ne peut pas avoir les moyens d'arriver au travail à l'heure quand ce n'est pas les moyens publics. Et vous allez voir que les structures où l'État aimerait que les gens travaillent sont dotés des véhicules de transport de personnel. C'est pour vous empêcher de dire que je n'ai pas trouvé le taxi, la pluie dont l'État affecte les administrations ont des budgets pour pouvoir se doter de véhicules qui vont transporter leur personnel pour arriver à temps au boulot. Et c'est ce qui devait être avec tout le monde. Chacun devait dire, je travaille, je prends mon service à 7h30, à 6h30, le véhicule public est là pour me transporter pour aller au boulot. Quand ce n'est pas fait, c'est un échec. Maintenant, si ce travail est délocalisé au niveau du service privé, il faut également que l'État accompagne ce service parce que c'est un service public qui est délégué et le prestataire peut à un moment ou à un autre ne pas avoir les moyens. Déjà qu'il ne peut pas en tant que privé pratiquer les prix de l'État. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics accompagnent ces prestataires privés pour que l'offre de services puisse être bénéfique et à toute la nation entière, parce que lorsque vous arrivez au travail à temps, vous signez plus de dossiers, vous étudiez plus de dossiers que lorsque vous arrivez en retard. Donc lorsque vous devez arriver à 7h30, vous arrivez à 9h, voilà 2h30 que vous avez 1h30 ou 2h que vous avez perdu sans rien faire, mais qui seront payés par les pouvoirs publics. Et voilà 2 heures qui ont été perdues à un opérateur qui venait signer un document qui ne vous a pas trouvé. Donc il y a des conséquences qui sont à la chaîne qui devraient être évitées à partir des transports. Malheureusement, nos États africains, ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, n'ont pas encore mis cela dans leur programme de développement. Et c'est quelque chose qu'il faudra voir. On termine par là pour ce qui concerne la gouvernance. Nous sommes en 2018 et on parle encore seulement de trouver un système statistique fiable sur la question des accidents dans un pays quand même qui enregistre des morts depuis 20 ans. Selon Sécuroute, 15 000 personnes sont mortes sur nos routes en 20 ans. Et aujourd'hui, on dit que nous sommes en train de voir comment nous pouvons mieux maîtriser les statistiques. Est-ce que ça ne pose pas un problème quand même? C'est un véritable problème parce que vous ne pouvez pas, les chiffres qui sont avancés sont des morts qui ont eu la chance d'être comptabilisés. Voilà. Mais il y en a qui ne sont ni connus ni comptabilisés, donc il faut les relativiser. Ces chiffres-là, ils sont beaucoup plus importants que cela. Et maintenant, lorsque le gouvernement du Cameroun prend pour seule mesure de réguler les transports, de suspendre des agences, est-ce que les gens se sont assis pour demander quel est l'impact? Depuis qu'on suspend les agences... Nous en parlerons d'ailleurs. Voilà, depuis qu'on suspend ces agences de transport, est-ce que les accidents ont arrêté de se produire? L'accident reste d'abord un accident. Vraiment, en dehors, je ne sais pas comment un monsieur ou une dame peut sortir de sa maison, dire je m'en vais faire l'accident aujourd'hui. Il faut déjà se mettre en tête que vraiment, sauf si on vous a vendu, comme on le dit chez nous, sortir de chez vous pour aller faire un accident. Ou vous-même vous risquez de mourir, ou alors vous êtes le premier à mourir. Parce que en mettant le chauffeur à l'avant, c'est comme vous êtes le premier en cas de souci à partir. Ce n'est pas une mesure efficace. Regardez l'offre de transport aujourd'hui. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand vous suspendez les grands transporteurs, je ne vais pas citer les noms pour des raisons de publicité, qui ont des moyens pour transporter un nombre suffisant de personnes. Vous les suspendez sans voir ce que cela peut avoir comme impact sur la mobilité des personnes. Je vous mets au défi. Allez à l'heure où nous parlons dans une agence. Vous voulez aller à Douala? Vous allez me dire à quelle heure vous partirez de Yaoundé. Mais on ne peut plus contenir des clients parce qu'il y a 3 agences parmi les plus importantes qui ont été suspendues. Ce n'est pas qu'il faut donner le chèque à blanc à ces agences dont les agents commettent des accidents, mais je dis, il faut qu'il y ait, s'il y a des accidents, qu'on se pose la question, pourquoi il y a récurrence des accidents? Quel est le problème? C'est le permis? C'est le contrôle technique? C'est le véhicule? C'est le chauffeur? C'est le patron? Où est le problème? Et quand on aura la solution, quand on aura identifié le ou les problèmes,
la solution va se dégager et les agences et tout le monde pourra avoir le gain qu'il attend. Aristide Aboudito, vous voulez réagir sur la question des statistiques? Oui. La première chose, il faut dire que enfin, c'est d'abord un problème global. Hein. Ce n'est pas un problème propre au secteur des transports et non plus au recensement des accidents ou alors aux victimes des accidents. De manière globale, le Cameroun et les pays même d'Afrique ont du mal à avoir des bases de données fiables. Il y a d'ailleurs une initiative du système des Nations Unies pour aider les pays africains à mieux collecter des statistiques. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde la façon dont est organisé le pays, j'ai bien envie de voir la méthodologie qui sera mise en place, soit par l'Institut national de la statistique, pour collecter toutes ces données-là. Ça risque de demander un personnel assez important, sauf si on va repartir sur des projections, c'est-à-dire on fait un échantillonnage. Bon, ça peut être plus ou moins fiable, mais pour des choses comme des accidents de la circulation comme ça, je me demande si... Non, pour mettre un peu d'eau dans votre moulin, pour le moment, on se base sur les déclarations des commissariats, des gendarmeries et peut-être des autres sources d'informations dont ils peuvent disposer. Donc, il n'y a rien d'autre. Les mêmes statistiques que nous utilisons à Securoute, c'est-à-dire les mêmes pistes, mais nous essayons d'avoir des points focaux dans toutes les zones. Mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un à Anguissa, qui est peut-être à Yaoundé, lorsqu'il y a un accident à la poste centrale, qu'ils soient informés. C'est pas évident. Donc, vous ne pouvez pas être partout où les accidents vont se produire. Mais parfois, les gendarmeries, les commissariats et autres peuvent collecter pour des cas où ils ont été informés. Mais ce n'est pas toujours tous les cas qui sont signalés à la police ou à la gendarmerie. C'est un vrai challenge. Nous allons maintenant parler des enjeux économiques autour de cette question. François Mboké a commencé à parler tout à l'heure des mesures qui ont été prises notamment contre certains transporteurs interurbains, parmi les plus importants notamment sur certains axes. Et à l'arrivée, on se rend bien compte qu'il y a des difficultés pour les populations à se mouvoir d'une ville à une autre, mais on a le sentiment après que ces mesures ne portent pas assez de fruits puisque des accidents continuent d'être enregistrés. Mais le problème, c'est que ces agences subissent un coût économique assez important. Est-ce que finalement cette question n'est pas économiquement difficile à supporter? Si, d'autant plus que l'offre en matière de transport ne couvre pas la demande. Donc lorsqu'on réduit l'offre, on exerce une pression sur le peu d'agences fonctionnelles. Ce qui conduit en général à une inflation. Ce qui pousse ces agences-là à prendre davantage de risques. C'est-à-dire, celles qui n'ont pas été sanctionnées. Voilà. Donc, je pense qu'on est vraiment là face à un dilemme. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, lorsqu'on découvre des défaillances dans une agence qui sont liées à des documents administratifs, on ne sanctionne pas l'administration? Voilà. Puisqu'il y a manifestement faute de l'administration. Pour dire le moins, parce qu'on aurait pu penser à la complicité de l'administration. Voilà. Donc, plutôt que de venir souvent a posteriori sanctionner, interdire des agences de voyage, l'État devrait d'abord faire le ménage dans ses services, se rassurer que ceux qui sont chargés de donner quitte des autorisations, des licences, machin, ont d'abord très bien fait leur travail. Et d'ailleurs, s'ils font bien leur travail, je ne vois pas comment une agence va se retrouver soit avec une licence qu'il ne maîtrise pas, soit un chauffeur avec un permis qui n'est pas à la catégorie du permis qu'il devrait avoir pour construire. Ou alors un véhicule en mauvais état. Vous voyez, ça veut dire que on aura un ensemble de causes des accidents de la circulation maîtrisés. Et ça fera que... la conséquence, ce sera une réduction sans doute substantielle. Une réduction substantielle sans freiner l'activité économique. Parce qu'en suspendant, on a vu l'impact sur les voyageurs, mais il y a aussi l'impact
puisque ce sont des structures, ce sont des entreprises qui créent de l'emploi. Moi, je pense que c'est souvent davantage, j'ai failli dire un peu des coups politiques. Vous savez, quand il y a un grave accident, il y a l'émotion, alors le ministre est obligé de faire quelque chose. Donc, il suspend. Surtout que dans certains cas, il y a eu un rétropédalage très rapidement fait. On va parler des questions des facteurs de production sur cette question. Parce que pour comprendre pourquoi certains transporteurs interurbains et même urbains utilisent des équipements, des véhicules hors d'usage ou alors font travailler davantage leurs employés, c'est qu'il y a la question de la maîtrise des facteurs urbains et donc la question de la rentabilité de l'activité. François Mbouké, vous qui êtes très proche des questions d'économie, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de gagner de l'argent, de faire des bénéfices dans le segment par exemple du transport interurbain en acquérant des véhicules en très bon état, en faisant travailler, en faisant tourner son personnel? Bref, est-ce que les coûts, l'environnement, les coûts de production ne sont pas eux aussi un peu à l'origine de ce qui est en train de se passer? Oui, permettez-moi de faire une virgule sur la question de pertes économiques. Parce que lorsque, voyez-vous, les pertes sont au niveau national, ne les regardons pas simplement au niveau de l'agence. Je vais vous prendre le cas, là, je n'ai pas de chiffres, mais nous sommes en train de faire une autoroute, je pense, à 400 milliards de francs. Lorsque vous prenez ce que les assureurs, ce que toute la nation perd, nous sommes des pères de famille, lorsque quelqu'un comme nous vient à succomber, c'est toute la famille qui perd. C'est-à-dire que nous étions un soutien économique. C'est là, nous avions une fonction publique ou privée importante. C'est cette entreprise qui va prendre le coup. C'est l'État qui va en prendre le coup. Donc les pertes à ce niveau sont plus nombreuses que l'on peut les voir a priori. J'ai quelques statistiques à ce niveau, peut-être pour compléter. Voilà. En termes de coûts, les accidents coûtent à peu près 1% du PIB dans les 140 milliards de francs CFA. En termes de coûts. Voilà. Maintenant, en termes de conséquences économiques, c'est de l'ordre de... Enfin, quand on dit coûts, c'est-à-dire en termes de perte de véhicules, soins, administrés, machin. Et maintenant, du fait de la perte des véhicules, de l'inactivité des personnes, des victimes, ça a maintenant une conséquence encore de l'ordre d'environ 1% également sur le produit intérieur. Donc 2% finalement. Voilà. Ça, ce sont des estimations qui sont vraiment, je peux dire, de l'ordre inférieur. Mais lorsque vous tirez sur la ligne de conséquences, vraiment les conséquences économiques sont plus importantes que des autoroutes qu'on aurait pu construire et permettre que des gens roulent en sécurité. Ça, c'est quelque chose. Donc nous dépensons plus dans ces accidents que ce que nous aurions dépensé pour éviter des accidents. Ça, c'est quelque chose qui devrait intéresser les gouvernants et y réfléchir peut-être profondément. Maintenant, lorsque vous parlez des gens qui ont investi dans le transport public, notamment peut-être dans les villes ou interurbains, c'est une activité qui ne peut pas être totalement rentable parce que le transport déjà a un bus neuf vient dans l'ordre de 100 millions de francs CFA. Pour avoir dans un bus, il faut 100 millions et pour avoir une bonne compagnie, peut-être il vous en faut 10. Bon, vous êtes déjà autour du milliard. Il vous faut un local qui est exigé, il vous faut du personnel, il vous faut tout ce que vous pouvez imaginer. Et imaginons par exemple une affectation rotative de 3 chauffeurs par bus. Voilà. Pour arriver à des... et quand vous avez 3 chauffeurs, si on doit leur donner 200 000, 240 000 par mois, vous devez voir un peu ce que cela vous coûte. Il n'y a pas que le chauffeur, vous avez d'autres personnels, d'autres charges. Il y a les charges fiscales, il y a même le coût des carburants, par exemple. Voilà. Donc l'exploitation. La maintenance, en tout cas les charges d'exploitation sont suffisamment élevées. C'est pour cela que beaucoup qui font dans le secteur, que ce soit dans les petits transports, sont obligés d'aller chercher des véhicules d'occasion. Alors il faut mettre de l'autre côté, en même temps qu'on parle de la colonne des dépenses, il faut mettre de l'autre côté la colonne des recettes, le coût
le coût du ticket de voyage ne peut pas amortir. Puisque c'est un coût social finalement. Bien sûr, et c'est pour cela que vous voyez que ceux qui mettent suffisamment d'argent ne pratiquent pas les coûts de 3 000, 4 000. Ils sont bien autour de 6 000, 8 000 francs pour essayer d'amortir vraiment leur investissement. Et ce qu'on aurait pu faire à ce niveau, c'est peut-être, comme je le disais tantôt, que les pouvoirs publics, qu'ils essayent de mettre chacun à un niveau soutenable. Je vous prends un petit cas. Lorsque nous sommes à Yaoundé pour aller en Fou, je vous conseille d'aller en Vogmbi, prendre les véhicules qui y vont. La route est bitumée. Mais vous allez voir que vous serez 8 ou 9 dans un véhicule prévu pour 4 places. Mais ça traverse, entre Yaoundé et Fou, vous avez au moins 4 contrôles de police et gendarmerie. Ça traverse ces contrôles à l'aller comme au retour. Et vous n'avez pas d'inquiétude. Ça veut dire que quand vous y entrez, vous qui avez une taille suffisamment importante, je prends vos pieds, vous allez arriver quand vos jambes seront déjà glacées. Vous n'allez plus les ressentir. Et ce sont des problèmes sérieux qui existent. Si nous prenons des gens qui vont de Mendon à poste central ou de Soa poste central, qu'est-ce qui a été fait? On a mis les gens à la débrouillardise, on a essayé. Mais vous voyez les véhicules que les gens utilisent, c'est des véhicules qui sont sortis des usines, c'est-à-dire qu'on ne produit plus depuis au moins 20 ans. Et qui encombraient des poubelles en Europe que les gens ont importées pour faire le transport ici. Mais ils circulent, ils ont des visites techniques. Comment un véhicule qui est sorti de l'usine depuis 20 ans, c'est-à-dire on a arrêté sa fabrication depuis 20 ans, peut encore avoir une visite technique aujourd'hui au Cameroun? Voilà des conséquences. C'est pour dire que si on veut, il n'y a que l'État en fait qui peut supporter le coût pour que le transport public soit accessible à tous. Quand c'est aux mains d'un privé, ça va être difficile s'il n'a pas la contrepartie que l'État peut mettre pour soutenir ces efforts. Et selon vous, Aristide, l'intervention de l'État, l'aide de l'État à ce secteur prendrait quelle forme? Une subvention, par exemple, aux opérateurs privés? Je veux d'abord commencer. Je pense qu'on a très vite fait d'affirmer que ce n'est pas rentable. Moi, je veux la démonstration du contraire. Vous savez, au Cameroun, on est dans la culture de l'opacité. Que les entreprises qui exercent dans le secteur publient leurs comptes. Pourquoi quand vous perdez de l'argent, vous cachez vos comptes? Alors, je ne comprends pas. Parce que là, on est vraiment dans des supputations. Moi, je n'ai pas eu un compte d'entreprise d'une agence de voyage et j'ai vu un bilan négatif ou bien un compte d'exploitation qui explose. C'est ce que pourtant les promoteurs de ces... Ce que vous devez savoir est que pour que cette activité leur soit rentable, ils sont obligés donc de pratiquer tous les travers que nous sommes en train de décrire. Et donc, ça veut dire que ils se mettent dans l'incapacité de publier leur compte. C'est-à-dire que le chauffeur qui devrait avoir entre guillemets à la 200 base 000 est payé à 60 000 francs. Le véhicule qu'on aurait qui devrait être en bon état à 100 millions est acquis à tous les niveaux. Bon, ils sont obligés d'aller contre les principes pour tirer l'épingle du jeu. Et c'est pas ce que le devait être. Donc, ce qu'ils demandent, c'est qu'une entreprise se mette d'abord en situation régulière et qu'elle fasse la démonstration de ce qu'elle fait des pertes qui sont de nature structurelle. Combien pays comme le Cameroun, vous pouvez me dire combien d'agents structurés nous avons de voyage? Mais attendez. Elles sont combien? Elles ne sont pas nombreuses. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas structurées qu'elles ne sont pas rentables. Je vous mets au défi, si le monsieur qui fait un Vogmbi fou ne gagnait pas de l'argent. Mais parce qu'il met 8 personnes, il ne peut pas transporter 4. Parce que les 4 contrôles que vous avez cités, il laisse 1000 francs à chacun, alors que le transport doit être 700 francs pour aller en... Mais il ne peut pas mettre cet argent dans la structure de ses dépenses. Il ne peut pas mettre ça. Mais justement, s'il dépense 1000 francs à chaque fois qu'il part, il aurait mieux fait de réduire la surcharge et d'être en règle. Ah bon? Parce que vous pensez que quand vous êtes en règle, vous ne payez rien? Il y a tous ces boulots de train. Ah bon, merci, devrait. Vous ne devrez rien payer. Donc, moi, je préfère parler de ce qui se fait que de ce qui devrait être fait. On est là pour voir comment améliorer les choses. Voilà. Donc, la première subvention de l'État devrait être un service public de qualité.
C'est-à-dire que le gendarme fasse son travail. C'est la première subvention. Et de qu'il le l'État. fasse de manière honnête. Ce n'est pas pour dire que les Et le policiers carburant, ou les gendarmes vous ne font pensez pas que leur le travail. prix du D'ailleurs, carburant au Cameroun permet vraiment... Je n'ai pas fini. Voilà. Cette subvention au carburant qui est donnée de manière globale, c'est-à-dire que et d'ailleurs, on s'est bien rendu compte qu'il y a un problème d'injustice sur la question de cette subvention au carburant, puisque les carburants lourds qui ne sont pas accessibles à la plus grande taille de la population sont largement subventionnés, ce qui profite Aux gens qui ont comme vous qui ont des 4x4 par exemple. Mais aux gens qui ont déjà les moyens de se procurer du carburant. Je vais vous prendre un cas simple que j'ai vu au Tchad. Étant donné que la majorité de grands véhicules consomment plutôt du gasoil, qu'est-ce qu'on a fait? On a subventionné l'essence, parce que pour les petits utilisateurs, c'est vraiment le super. Et le gasoil est mis, on l'a beaucoup plus relevé, parce qu'on se dit... Pour décourager? Non, pas pour décourager, parce que quand vous avez un véhicule, vous avez des moyens de votre politique. Mais maintenant, les petits transporteurs qui ont des petites voitures, des motos qui doivent se déplacer, ils consomment du super. On a subventionné à ce niveau, mais au niveau du gazoil, on a dit on ne peut pas subventionner parce que on applique les tous, prix, les prix normaux, tous ceux qui ont les moyens d'avoir ce type de véhicule ont nécessairement les moyens de mettre du carburant. Vous étiez en train d'énumérer les formes de la subvention de l'État dont vous parliez, de l'administration qui devrait bien faire son travail. C'est-à-dire, pour moi, c'est la plus grosse subvention que l'État peut donner. Si l'État commence à bien faire son travail, ce serait déjà moins d'entraves à l'activité économique. Et donc la subvention aussi au carburant. Oui, la subvention au carburant. Une restructuration sans doute peut-être. Oui, une restructuration de la subvention au carburant pour qu'elle cible les activités qui rendent un caractère social. Voilà, et qui rendent un service au plus grand nombre. L'autre forme de subvention pourrait être fiscale. On pourrait dire que bon, ça a quand même commencé à être fait. Hein, les voitures neuves sont moins taxées aujourd'hui que les voitures. Et parce que vous ne pouvez pas les Le acquérir. ministère des Transports, sur cette question, le ministère des Transports et la Direction générale des douanes sont en train de travailler, et d'ailleurs le ministère également du Commerce sont en train de travailler pour que des véhicules neufs fassent l'objet de mesures incitatives pour que on décourage les opérateurs. On pourrait même imaginer une fiscalité propre à cette activité. C'est possible. Moi, je voulais attirer votre attention. Lorsque vous avancez ce genre d'hypothèse, n'oubliez pas le contexte économique dans lequel vous vivez. Est-ce qu'aujourd'hui, le Camerounais, parce que lorsqu'on prend la base d'évaluation de la vie, on prend les agents publics. Est-ce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire peut s'offrir un véhicule neuf? Est-ce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire peut payer le taxi à 500 francs? Est-ce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire peut se payer un voyage à 15 000 francs avec les retombées économiques qu'il a aujourd'hui? Je pense qu'il y a des questions, beaucoup de questions à se poser là. Et lorsque vous avez déjà tous ces résultats, vous allez vous rendre compte que même si l'État venait aujourd'hui à enlever, parce que je vous ai dit que vous étiez en train de dire que devrait être fait, comment pensez-vous que à l'heure actuelle, nous ayons des contrôles où vous arrivez, vous présentez des dossiers, vous faites le transport et qu'on dise que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile et il faut que la moralité publique revienne à ce niveau-là. C'est l'une des formes de la subvention qu'il propose, que l'administration fasse déjà correctement son travail, c'est-à-dire que les ponctionnements irréguliers, illégaux qui sont faits notamment donc dans certains contrôles, ce n'est pas pour jeter de l'opprobre aux forces de sécurité de notre pays qui font déjà un travail... Même si on enlève ces goulots de traitement qui rentrent dans la corruption, il reste que l'investissement dans les transports est lourd. Tout à fait. Il est très lourd et un privé ne peut s'en sortir qu'en faisant des économies d'échelle. Vous avez vu, des gens qui prospèrent ont mis beaucoup de moyens et ils ont attiré beaucoup d'investisseurs qui ont permis qu'en faisant peut-être le maximum de tours au quotidien, on puisse avoir les gains escomptés.
Mais ceux qui n'ont pas ces moyens pour s'organiser de cette manière-là, c'est pas évident qu'avec vos 2, 3, 4, 5, donc je pense qu'il faut déjà que au niveau de l'administration, qu'il y ait des catégories de transporteurs. Bon, c'est vrai, c'est catégorisé au niveau des transports terrestres, transports urbains, interurbains, groupe, machin. Mais il faut qu'on se dise peut-être que si vous voulez faire une agence de transport, vous avez un minimum de 10 bus. Peut-être qu'on commence par là, vous le faire Yaoundé Mbalmayo, que vous ayez au moins 10 véhicules de transport, et peut-être Douala Yaoundé que ce soit identique. Mais vous regardez, lorsqu'on suspend les agences de voyage qui ont des sièges qui sont installés, on ne parle pas interdire aux gens qui font et le racolage et tout à longueur de route sur le trajet. Ils sont pas contrôlés. Comment est-ce que vous pouvez donc en même temps, ceux qui payent les documents administratifs et tout ce qu'on demande ne peuvent pas. C'est-à-dire que si on pouvait éradiquer ces gens qui font le racolage à longueur de journée et qui font une concurrence déloyale, parce qu'ils ne payent rien, donc ce sont ceux-là qui essayent de gagner quelque chose. Qui ne tuent pas moins que les agences. Vous savez comment on les appelle. C'est-à-dire que s'en fout la mort. Qui te dit je m'en vais tout de suite, je reviens. Comme si il avait une pierre qu'il lançait pour revenir. Donc pour eux, le transport, c'est un moyen de faire vite, multiplier les tours, prendre n'importe qui parce qu'il démarre à Yaoundé peut-être avec 2 clients et il s'arrête partout où quelqu'un lève le doigt au passage. Vous pensez que si un transporteur est organisé, il peut pratiquer il peut pas faire de telles pratiques. Donc qu'on arrive déjà à éradiquer tous ceux qui sont alignés. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dans un vieux bus, il est garé là. Vous arrivez le matin, vous trouvez plein de personnes dedans. On vous dit on part tout de suite. Dès que vous achetez le billet, vous voyez comment une personne libère la place. Et on finit par mettre 2 heures. Quand vous avez la chance, parfois c'est l'après-midi que vous partez, vous êtes arrivé le matin. Alors, messieurs, je voudrais que nous parlions quelques instants des perspectives. Nous avons sur la table de travail 1 ou 2 propositions qui ont été faites, 1 ou 2 recommandations qui ont été faites par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge de la sécurité routière, Jean Todt, qui était donc en visite de travail au Cameroun du 21 au 23 août dernier. Il propose l'établissement d'une base de données à l'École nationale des travaux publics. Nous en avons parlé un tout petit peu ici. Donc, il propose également le renforcement du système statistique, la mobilisation du secteur privé pour renforcer les tests de sécurité des véhicules, la mobilisation des institutions financières internationales, l'accélération du processus de désignation d'une agence principale de sécurité routière, l'implication des leaders politiques. Je voudrais que nous parlions un tout petit peu d'une de ces propositions, l'accélération du processus de désignation d'une agence principale de sécurité routière. On apprend donc incidemment que l'État est en train de réfléchir à mettre en place une agence principale qui s'occuperait de la sécurité routière. Vos réactions? Je commence par vous. Oui, je pense que à ce niveau, le gouvernement camerounais a pris avec certains bailleurs internationaux un peu de l'avance. Cette agence, je pense qu'elle existe et le bureau des statistiques que vous citiez au niveau de l'École nationale des travaux publics. J'ai eu la chance de le visiter, il est aussi déjà installé. Donc reste maintenant que des gens soient nommés et qu'ils aient des moyens de fonctionner normalement pour que cela, parce que cette base de données sera reliée aux autres unités que j'ai citées, police, gendarmerie et peut-être ministère de transport. Et il faut maintenant que l'on ait dans toutes les régions du pays des coins où, lorsqu'il y a un accident, quelqu'un qui puisse relayer l'information au niveau de... Donc ça va être interconnecté au niveau de tous les acteurs de la sécurité. L'agence principale de sécurité routière, précisément pour essayer de pallier au problème de coordination de l'action de toutes ces administrations. Mais je vois mal, j'attends de voir comment sera déclinée cette agence, mais je vois mal cette agence regroupée à son sein. Des points focaux, par exemple, de toutes les administrations. C'est son rôle. On va revenir au problème de coordination. Puisque ce sera toujours des pôles de démembrement des départements ministériels ou des représentations des départements ministériels qui vont se retrouver au sein de l'agence. En tout cas, pour moi, les problèmes de coordination ne viennent que lorsqu'on perd de vue l'intérêt général. L'intérêt général. Donc, une agence, pourquoi pas, mais... ce n'est pas, pour ma part, un gage de
puisque l'argent ne va pas, par exemple, résoudre les problèmes économiques, ne va pas résoudre les problèmes de corruption, l'argent ne va pas résoudre... Mais au moins, elle aura l'avantage de fonctionner comme un guichet unique, ce qui permettrait quand même de regrouper... en matière de statistiques. Bon, oui, une fois qu'on a les statistiques qui nous renvoient à la réalité, il faut agir. Mais au moins nous aurons déjà fait quelque chose, puisqu'en l'état actuel, le gouvernement est le premier à reconnaître que ces statistiques en la matière ne sont pas bonnes. Mais, messieurs, merci de vos avis éclairés sur cette question. Nous marquons une courte pause à la régie, puis nous prenons la deuxième thématique de notre échange de cette première édition de l'éditorial, votre émission de débat de presse sur HTV. Nous allons parler de l'offre des projets de société des différents candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Mesdames, Messieurs, bienvenue de nouveau à cette première édition de l'éditorial, votre émission de débat de presse sur HTV. Nous recevons, je le rappelle, François Mboké, qui est directeur de publication du journal Diapason, et Aristide Aboudiotou, qui est rédacteur en chef du journal Intégration. Nous parlons dans cette deuxième partie de cette émission des offres de projets de société des différents candidats. Ils sont donc 9 qui vont se disputer vos suffrages pour l'élection présidentielle à venir, et certains d'entre eux ont commencé à décliner, au moins dans leurs grandes lignes, les projets de société et les projets de gouvernement qu'ils souhaitent mettre en place une fois élus. Messieurs, quelles sont vos premières réactions, Aristide, sur la base de ce que vous avez déjà lu? Bon, ce que je peux dire, c'est que on n'a pas encore la pleine, comment dire, une visibilité complète sur ce que proposent les candidats. Certains sont avancés dans la présentation de leur kit, de leur vision, d'autres de leur projet de société ou encore de leur programme. D'autres sont moins connus. Moi, je prends par exemple le cas de Matomba. Serge Espoir. Voilà, j'ai beau chercher, je ne connais pas bien son offre politique. Il a quand même décliné quelques-unes des grandes lignes. On n'a pas encore le programme officiel lui-même, le programme définitif. Donc, je pense qu'on est encore à un stade de balbutiement pour certains. La deuxième chose que je remarque, c'est que les programmes ne sont pas chiffrés. Pour l'instant, pour moi, c'est des idées que les candidats lancent par-ci, par-là. D'ailleurs, je remarque même que ces idées évoluent. Vous écoutez un candidat aujourd'hui, vous le réécoutez demain sur la même question. Vous voyez que le discours n'est pas constant. Bon, je vois aussi beaucoup comment je peux dire ça, d'affabulation, hein, enfin, un peu de populisme dans les offres. Parce que lorsqu'un candidat dit qu'il va monter le SMIC à 160 000 francs CFA et qu'il va doubler le salaire des fonctionnaires sur 5 ans, je me demande si c'est dans quelle situation économique se trouve la sous-région et dont le Cameroun avec. Nous avons une masse salariale d'environ 1000 milliards. Et donc d'ici 5 ans, il va passer à 2000 milliards. Mais il ne nous a rien dit sur le taux de croissance projeté. Puisque pour soutenir, pour supporter une telle charge, il faut quand même que de la richesse soit créée. Voilà. Donc, vraiment, pour ma part, ça reste encore... on pourra peut-être être plus détaillé en fonction des candidats tout à l'heure, mais globalement, il y a 2 ou 3 qui ont quelque chose de structuré, même si ce n'est pas encore précis. Bon, ils me diront que ce n'est pas encore l'heure d'en parler de manière précise. Voilà. Justement. Bon, je sais quand même qu'il y a des candidats aussi qui ont des visions qui datent. Hein. Vous avez Maurice Kamto qui a du MRC qui a sa vision depuis 2012, mais c'est une vision. Maintenant, on veut
on veut une stratégie. Une stratégie. Au-delà même, enfin, plus encore, on veut même un programme sur 5 ans, enfin sur 7 ans, puisque c'est la durée du mandat, qui se décline donc en action et en activité. Ce n'est qu'en faisant cela qu'on pourra chiffrer, évaluer de manière plus précise la pertinence de cette vision. Je ne souhaite pas, dans le cadre de ce débat, que nous allions de manière particulière pour ne pas donner l'impression que nous favorisons tel ou tel autre candidat au détriment d'un tel autre. Je voudrais que nous ayons une approche globale de cette question. Aristide parlait tout à l'heure de certains candidats qui sont encore à l'état de balbutiement. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Pour des candidats à l'élection présidentielle, des gens qui devraient légitimement, au soir du scrutin, assumer les plus hautes charges de l'État. Et vous comprenez donc pourquoi c'est difficile, peut-être facile de créer un parti politique, mais difficile d'arriver à organiser quelque chose de plus structuré pour tous les Camerounais, surtout dans un contexte qui n'est pas très favorable en la matière. Ces candidats, effectivement, je pense qu'ils sont convaincus qu'en vendant leurs idées, parce que jusque-là, il n'y a pas encore de programme, parce qu'un programme, effectivement, c'est ce que Aristide essaie de dire, vous devez le détailler et chiffrer chaque activité qui découlera de ce programme-là. Donc, il passe de programme à projet et qu'on puisse suivre effectivement l'évolution. C'est difficile, mais cela peut se comprendre parce que la maîtrise des enjeux globaux au niveau national n'est pas facile parce qu'effectivement nous parlions d'une affaire de statistiques aujourd'hui. Nous n'avons pas de statistiques. Là où il en existe, parce qu'aujourd'hui même, aucun Camerounais ne peut vous dire avec exactitude ou bien avec une marge de 2 à 5% combien de Camerounais nous sommes. Voilà, il y a quelque chose de très grave. Si vous ne savez pas effectivement, pour moi, avec de manière officielle, on parle de 23,4 millions. De quelle année? Les projections du dernier recensement. Je pense que c'était avant 2010. Tout à fait. Voilà. 2005, exactement. Voilà. Le recensement a été fait en 2005, mais les résultats ont été publiés en 2010 et les projections de ces résultats tablent sur une population aujourd'hui évaluée à 23,4 millions d'habitants. Et qui dit projection avec les marges d'erreur. Les marges même sont beaucoup plus importantes, et étant donné qu'on s'est même rendu compte que hier, les régions qui étaient déclarées plus populeuses que les autres nous sont revenues au dernier. On dit le lit du pauvre est tellement fécond, et je ne pense pas que depuis 15 ans, le Camerounais a élevé son niveau de vie pour que son lit soit moins fécond. Donc, dire que la difficulté de maîtriser les statistiques notamment les statistiques démographiques. De faire effectivement des projets et programmes qui puissent tenir à la réalité. Donc, à ce niveau, on peut simplement faire effectivement des projections. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Si tel est le cas que nous avons 25 millions de Camerounais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour l'eau potable, par exemple? Nous avons un bassin hydraulique des plus enviables au monde, mais le Camerounais peine à boire de l'eau potable. D'abord, même l'eau sale, elle est parfois rare. Nous avons la famine qui guette le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons des Camerounais qui ne peuvent pas se soigner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des Camerounais qui ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons une jeunesse qui a besoin d'une formation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons donc les projets de société qui vont être donc présentés devraient tenir compte de toutes ces choses. Mais ils ne peuvent être vraiment objectifs que si des statistiques en la matière sont viables. Alors, en l'absence de ces statistiques, malheureusement, on a donc des gens qui essayent d'identifier des pôles pour séduire un certain lectorat, mais la pleine mesure ne peut être faite que lorsqu'on tient vraiment les rênes. Lorsqu'on écoute lorsqu'on écoute ces leaders politiques, notamment les projets qu'ils déclinent, vous n'avez pas le sentiment du déjà entendu, du déjà vu? Vous n'avez pas ce vague sentiment-là? En effet. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas... j'ai du mal à percevoir une réelle rupture, disons, du moins idéologique. J'ai le sentiment que
les candidats qui veulent faire plus ou moins la même chose, mais peut-être c'est l'approche, la démarche, la manière, le mot. Voilà. Par exemple, quand vous avez dit qu'on ne parle pas précisément des candidats, c'est un peu difficile. Bon, quand vous prenez Akeremouna, tout est bâti sur l'amélioration de l'état de droit, la lutte contre la corruption. Ce que dit le pouvoir en place, ce Voilà, que dit le candidat. Bon, peut-être la seule nouveauté, c'est peut-être son état d'esprit. Il pense que ce sont des questions essentielles qui doivent être résolues. Encore que même jusque-là, il ne nous donne pas vraiment une action, comment je vais dire. Bon, il dit par exemple qu'il y a trop de structures de lutte contre la corruption qui ne sont pas assez bien coordonnées. Voilà, il va peut-être améliorer ça, mais bon, on ne sent pas vraiment la rupture. Bon, dans la proposition, on ne sent pas la rupture. D'autres candidats sont même très énervés quand on leur demande leur positionnement idéologique. Sur certaines questions précises, par exemple. Peut-être même de manière globale, c'est-à-dire... êtes-vous de gauche, voilà, êtes-vous libéral, voilà, quelles sont les valeurs qui d'autres, ils sont vraiment gênés. Donc, moi, je vois plutôt un... D'ailleurs, nous avons organisé, excusez-moi de vous interrompre, nous avons organisé un débat sur cette antenne et il y a un politologue, un éminent politologue qui critiquait le positionnement social-libéraliste d'un parti qui se réclame de cette mouvance et qui démontrait que en fait, il n'en était rien. Voilà. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a un déficit de compétences autour des candidats. Bon, on peut peut-être comprendre, la compétence coûte cher, donc il faut peut-être avoir de l'argent pour avoir de la compétence. La deuxième chose, peut-être, c'est que les gens, c'est que l'environnement n'inspire pas confiance. Ça, on peut aussi dire. Chaque engagement politique est souvent suivi d'un certain type de représailles, même si c'est très subtil, mais ça n'a pas complètement disparu. Donc du coup, les gens, même quand ils auraient des sympathies vis-à-vis d'un tel ou d'un tel, évitent de s'engager et ça crée un tarissement de la ressource autour des candidats et ça rend l'équation difficile. Mais je pense aussi qu'il y a la paresse aussi, hein, il faut pouvoir le dire. Parce que bon, oui, on a un problème de statistiques, mais il y a aussi des statistiques disponibles. Il y a des statistiques disponibles. Tout le monde connaît, enfin, je veux dire, tous les candidats à la présidentielle ont les moyens d'avoir au moins les statistiques qui sont disponibles. Le budget, c'est-à-dire le budget au complet, pas le document de quelques pages qu'on publie souvent là, qui regroupe tous les programmes par ministère, par secteur, qui détaille vraiment tout. Mais si un candidat ne peut pas avoir un document comme cela, mais ça veut dire qu'il n'a même pas un réseau. Comment vous allez prétendre gouverner le Cameroun si, pour l'instant, vous n'avez pas constitué un réseau au sein même de l'establishment et de l'administration qui peut mettre à votre disposition des données pour mieux affiner votre programme politique. Moi, je pense que même si on peut comprendre un certain nombre de difficultés, on ne peut pas tout excuser, quoi. Je pense qu'en 2018, il faut que des gens nous présentent des choses qui ont prise avec la réalité. Parce que vraiment, pour l'instant, pour beaucoup d'entre eux, ça me semble encore, on est encore en plein rêve, ou je dirais même en rêverie. Alors, vous aussi, vous avez constaté, vous avez eu le sentiment que c'est du déjà entendu, du déjà vu, depuis que les candidats déclinent progressivement leur projet de société? Pas totalement. Hein. Je pense quand même qu'il y a des gens qui font des propositions un peu osées. Si je prends par exemple Cabral là, qui parle de créer 100 000 emplois, je pense que c'est l'une des propositions. Hein? Oui, bon, je pense qu'il décline un peu comment cela sera fait en quelques années. Et vous prenez aussi qui proclame en dehors de 160 000 francs de SMIC,
la fermeture de certaines écoles, notamment les NAM. Et effectivement, ou tout au moins une réforme de l'École nationale d'administration de magistrature. Voilà. Donc, il y a des nouveautés dans des propositions qui sont faites. Maintenant, c'est la faisabilité et la finalité. Pourquoi on va faire ceci et comment cela va se faire. Est-ce que du point de vue donc de la faisabilité, vous le trouvez ces propositions pertinentes? Est-ce que vous pensez qu'on peut les faire? Bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose qui leur échappe, c'est la géopolitique internationale. Il ne faut pas penser que lorsqu'on sera président du Cameroun, on va gérer le Cameroun en vase clos. Il faut penser aux relations que nous avons avec les grandes puissances, les autres États, et comment est-ce que nous allons gérer certains partenariats, parce que vous ne pouvez pas développer votre pays en vase clos, même si vous avez tous les moyens. Vous avez besoin de partenaires internationaux, peut-être idéologiques, financiers, protection dans l'armée et autres, technologiques. Vous en avez besoin et ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez avoir vraiment une bonne visibilité. Parce que si c'est lui qui prend le pouvoir, donc pour dire nous allons passer des salaires de 100 000 à 200 000, encore que cette proposition ne rendrait peut-être pas encore le salaire suffisamment important pour le Camerounais. Tout le monde qui va à la retraite depuis 2014, sa retraite est calculée au salaire de 2014. Parce que depuis qu'on a baissé les salaires en 2014, ils n'ont jamais atteint le niveau actuel. Donc l'État s'est dit, pour compenser par exemple ce manque pour les gens qui vont à la retraite, qu'on prenne l'indice de 1994, j'allais dire 1994. Donc, nous n'avons pas encore atteint le niveau de salaire de 2094. Il faut dire qu'on l'atteigne. Et en l'atteignant aujourd'hui, quand vous prenez 1994 à ce jour, ça fait combien d'années? On ne l'a pas atteint. Même si on l'atteint aujourd'hui, nous avons pris du retard. 24 ans, c'est la vie d'une carrière. C'est une carrière que vous avez bousillée. Et si on atteint dans ce niveau aujourd'hui, il faudra attendre de voir. Parce que là, on a atteint un niveau de ce qui nous manquait au niveau qu'on avait il y a 24 ans. Maintenant, il faut qu'on se mette aujourd'hui. Parce que depuis 24 ans, la vie ne s'est pas arrêtée. On n'a pas arrêté de fabriquer des papiers ou bien que depuis 24 ans, lorsqu'on les fabrique, deviennent un peu moins chers. Ils ont parfois même le prix des denrées. Nous parlions des transports. Cette année-là, des bières, du riz et autres, qui représentaient vraiment peut-être 1% des revenus des Camerounais. Aujourd'hui, un sac de riz... Le coût de la vie a largement augmenté. Donc, c'est difficile de réaliser, mais le Cameroun a des potentialités. Le Cameroun a des potentialités économiques tellement élevées que un ancien ministre m'avait confié un jour que le Cameroun ne dépensait pas plus de 60% de son budget dans ce que... Je pense qu'à un moment même, on était descendu vers 40%. Parce que lorsque vous voyez ce qui est fait dans la réalisation, par exemple, de la commande publique, on vous commande des micros unidirectionnels, vous allez acheter quelque chose qui ressemble à ce que vous avez commandé, le prix c'est 5 millions, vous apporte quelque chose qui coûte 500 000, voilà comment l'argent de l'État s'en va. Vous êtes à Yaoundé, vous envoyez des bulletins de mission à Kumbo, on les fait signer, on ramène, vous êtes à Yaoundé, mais on vous paye une mission d'un mois que vous êtes allé faire dans la région alors que vous n'êtes pas sorti. Donc il y a beaucoup de poches de distraction de l'argent. On remet du carburant, des bons de carburant aux responsables qui sont déjà bien payés. Parce que voilà une injustice au Cameroun. Lorsque vous êtes par exemple directeur, vous avez des budgets, vous avez un certain niveau de vie qui vous permet de tenir peut-être votre véhicule. Et ce sont ces petits agents qui sont plus nombreux qui devraient avoir ce carburant parce que leurs ressources sont vraiment pitoyables. Malheureusement, il n'y a pas cette politique sociale au Cameroun qui aimerait que les plus petits puissent être accompagnés. Tout est remis aux mains de ceux qui en ont déjà suffisamment. Si on revient sur le fil de notre échange, donc vous pensez qu'il y a effectivement des offres en rupture, des offres oui, il y a des offres, mais nous parlions de la faisabilité de ces offres. Oui. Il y a par exemple un candidat qui parle de réduire le nombre de départements ministériels à 35. Des offres comme ça, vous pensez que dans l'environnement actuel,
c'est faisable, c'est possible. Ça peut même aller à 20. Ça peut même aller à 20. Je vais vous dire une règle de base de management. Lorsque vous n'avez plus de moyens pour soutenir vos charges, qu'est-ce qu'on fait? On les réduit. C'est pas magique. Le problème, c'est que dans le cas du Cameroun, c'est-à-dire que quand vous prenez le train de vie de l'État du Cameroun, mais on ne peut plus, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que, mais dispendieux, bien sûr. Mais le problème est hors norme par rapport à ce qu'on nous présente. Le problème, c'est que des politologues, des observateurs avertis estiment que la configuration actuelle de l'État n'a pas forcément une fonction économique, mais une fonction politique, une fonction de régulation sociale, une fonction de régulation politique. Vous faites quoi de cette... Non. Je comprends de quoi vous voulez parler, le mapartisme de Hubert Mononjana, le professeur, et alors davantage la redistribution. Mais c'est de ça que je suis en train d'arriver. Le politique Nandjangi de l'ancien premier ministre Simon Atsiriachou. Mais un pays ne peut pas vivre même cette redistribution-là est mal faite. Elle est mal faite parce que lorsque vous prenez peut-être 80 ministres que vous avez tout confondu, qu'est-ce qu'on a mis dedans? La récompense politique ou la compétence? Le rôle d'un État, c'est de récompenser les gens ou de mettre des compétences pour qu'ils soient bien gérés. On vous répondrait que le rôle de l'État, c'est de maintenir la stabilité. La stabilité en tuant des gens? La stabilité en tuant des gens de faim parce qu'on n'a pas pu avoir des stratégies pour éliminer la faim. Bien. Les stratégies en tuant des gens de soif parce qu'on n'a pas pu faire des stratégies pour avoir de l'eau qui coûte. Donc, c'est faisable. Milliards. C'est faisable de réduire le nombre de départements ministériels à 35 et même à 20, selon vous. Mais est-ce que c'est faisable, par exemple, de doubler la masse salariale d'un pays comme le Cameroun sur les 5 ans? Bien sûr. Non, Aristide, sans doute. Bien sûr. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je voulais d'abord dire pour le gouvernement que nous travaillons avec une experte régulièrement des questions de management. Le professeur Ondoa Biolé. Elle a fait une simulation, c'est-à-dire qu'elle a dit au regard des priorités qui sont celles du Cameroun aujourd'hui. Lesquelles? Bon, elle a pris le domaine sécuritaire, elle a pris le domaine économique, notamment à cause des réformes économiques et structurelles que nous devons faire dans le cadre du programme avec le FMI. Donc, à partir de cela, elle a identifié les départements ministériels, disons... qui peuvent être joints. Voilà, qui peuvent se joindre, ou bien qui sont devenus moins actifs. Et donc, elle est arrivée pratiquement à une quinzaine de ministères. Bon, on peut avoir éventuellement des ministres délégués, mais une quinzaine de ministères, et c'est faisable et c'est efficace. Oui, mais ça, c'est la réflexion de l'expert. Oui. Ça, sauf que dans la conduite, pas des danseurs de dimanche dans les meetings. Que dans la conduite des affaires publiques d'un pays, on ne s'arrête pas à l'expertise. Cette réduction, nous ferions un procès injuste au gouvernement de ne pas lui-même être capable de parvenir à cette analyse froide de la situation. Enfin, on imaginerait difficilement que le gouvernement lui-même ne soit pas déjà arrivé à ce niveau d'expertise de savoir qu'on peut réduire la taille, le nombre de départements ministériels à 15. Mais pourquoi est-ce que d'année en année on a le sentiment que... Je voudrais prendre le cas d'un pays qui nous est frère, qui nous est proche, le Gabon. Le président actuel du Gabon est arrivé avec la même option, il a voulu réduire la taille de l'État, etc. Il a même essayé, sauf que... après, la réaction a été telle que il a même dû celle du peuple revenir. Enfin, il n'y a pas seulement la réaction vient toujours des profiteurs de l'establishment. Voilà. Donc, parce que le risque, c'est que des gens vous disent nous allons réduire la taille du gouvernement à 20. Une fois au pouvoir, ils se rendent bien compte
que cela n'est pas possible. Non, c'est possible. Non, cela est possible. En fait, pour ce que vous Et évoquez... qu'ils viennent vous dire, un peu comme le président gabonais, qu'ils viennent vous dire que d'autres contraintes obligent à ce que nous... Mais oui, parce que les États qui ont ce problème sont des États où la mobilité à leur tête n'est pas facile. Alors on se fait des attaches à tous les niveaux pour durer le plus possible longtemps. Mais quand vous avez en tête, j'ai 2 mandats à passer, vous n'avez pas besoin de créer des amis partout pour vous maintenir au pouvoir. Vous prenez des gens qui sont efficaces, qui peuvent vous aider à relever le niveau de vie de votre pays, le niveau de développement. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'être tous les Camerounais pour venir le faire. Parlons de la réalité des choses. Ça ne crée problème que dans des États néo-patrimoniaux. Parlons de la réalité des choses. Pour arriver au pouvoir aujourd'hui, quand on est de l'opposition, il faut au minimum un large consensus, une large mobiliser autour de soi, fédérer autour de soi un large éventail de forces sociales, politiques, etc. pour arriver à battre le candidat du RDPC. Oui. Mais quand vous êtes au pouvoir, une fois au pouvoir, comment vous faites de cette coalition, de toutes ces énergies qui se sont fédérées comment vous faites pour gérer ça? Parce que c'est une équation politique je suis d'accord. Mais il ne faut pas aussi faire comme si tout engagement politique ne peut être récompensé que par un poste. Voilà. Dans notre réalité à nous, elle peut être récompensée de quelle manière, par exemple? Elle peut être récompensée par une meilleure qualité de services publics. Oui. Elle peut être récompensée par une meilleure qualité de services publics. Je vous mets au défi de permettre à ce que les gens, par exemple, aillent se soigner de manière normale dans des hôpitaux bien construits. Qu'ils aient de l'eau dans leur robinet, qu'ils aient de la lumière, par exemple. Si vous n'allez pas monter votre code de popularité ne va pas monter. Alors, il est de cette proposition-là, il est donc de celle dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, doubler le salaire des fonctionnaires de la fonction publique. Est-ce que cela est faisable vraiment dans les conditions actuelles? Non. Moi, je suis très sceptique par rapport à cette proposition. D'autant plus que vous ne pouvez pas me dire que vous allez multiplier le salaire par 2 sans prendre un engagement sur le taux de croissance. C'est-à-dire sur la masse de richesses que vous allez créer. Parce que qu'est-ce que l'État fait? L'État prend une ponction dans la masse de richesses nationales qui est créée. Et cette ponction de richesses-là, la réduit, ou bien alors finance ses charges. Donc, les salaires font partie de ces charges. Or, on a même régressé en matière de taux de croissance, puisque en 2017, nous sommes retombés à 3,7%. Tout à fait. Alors, bon, on espère une légère remontée autour de 4,1 en 2018. Et c'est encore une projection, on n'est pas sûr. Qui n'est pas confirmée. Voilà. Et donc, vous allez prendre l'argent où? Moi, je parle des richesses créées. Je ne parle pas encore de l'utilisation de l'argent que l'État a eu. Parce que si vous ne créez pas la richesse, la quantité que l'État prend, soit reste stable pendant que, d'année en année, les charges augmentent. Vous n'allez pas tout mettre sur les charges des dépenses de personnel. Donc, moi, je pense que c'est une proposition pour que je sois convaincu, il faut qu'on me présente par ailleurs un ensemble d'engagements en termes de création de richesses, peut-être en termes de réduction claire du train de vie de l'État, pour qu'on me démontre qu'on pourra aller chercher cet argent pour doubler les salaires sur 5 ans. François Mboké, ce qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement actuel, c'est le manque de projets, de programmes. Parce qu'on en a quand même déjà connu dans ce pays, le document de réduction de la pauvreté, le DSRP, puis le DSCE, puis le plan d'urgence, puis etc. On ne peut pas reprocher au gouvernement actuel d'avoir imaginé, d'avoir pensé à des projets, à des programmes, sauf que ces programmes et ces projets atteignent difficilement les objectifs qu'ils sont censés atteindre. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Est-ce qu'il suffit de monter un projet? Parce que cela est l'une des choses les plus faciles à faire. Mais est-ce que le problème n'est pas ailleurs?
On revient toujours dans la gouvernance. Et si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas longtemps, le DG de la Caisse autonome d'amortissement parlait de plus de 4 000 milliards d'argent empruntés pour financer les projets au Cameroun qui dorment là-bas. Et pour certains projets, on a déjà commencé le remboursement, mais ils n'ont pas encore vu le jour. Comment vous pouvez imaginer que ce soit possible? Il n'y a que le problème de gouvernance. Et c'était pour dire que, je vous ai dit tout à l'heure les confidences d'un ancien ministre qui disait qu'autre 60% du budget sont... Si nous dégageons les 40% et que nous avons beaucoup de gouffres à sous. Regardez les structures, les entreprises publiques. Donc ce qui manque selon vous, c'est la gouvernance. Je vais arriver. Regardez les gouffres à sous. Lorsqu'on a nommé mon frère Aristide dans un ministère, allez là-bas. Tout le monde va parler la langue de Aristide. Est-ce que tout le monde de chez Aristide a la compétence d'être à ce poste? Attendez. Moi, je développe. Hein? Est-ce que tout le monde a la science pour faire le travail pour lequel cette direction a été créée? On va à droite, on trouve la même chose. Donc, il n'y a pas des objectifs de rentabilité au niveau de nos entreprises. Il faut qu'on revienne déjà là. L'État continue d'être pensé tous les jours, mettre l'argent dans ces entreprises qui devraient plutôt aider l'État à se tenir debout. Mais voilà une excuse sur cette question, une excuse, c'est que ces entreprises parapubliques, etc., réalisent un service public et donc qui n'est pas forcément... La loi de l'année dernière est revenue là-dessus pour clarifier les entreprises qui seront du portefeuille de l'État et celles qui doivent, par exemple, aider l'État. On ne peut pas, par exemple, accepter que une structure comme Camtel ne donne rien à l'État, que tout le temps son bilan soit négatif. De nos jours, où les télécoms sont le bœuf de tous les pays. Pour prendre cet exemple. Alors, vous avez une structure étatique qui a des offres de services variées, notamment vis-à-vis des plus grandes structures privées. Par exemple, la fourniture d'accès à la fibre optique. Alors, lui, il a 3200 ou 3300 abonnés. Non, personnel. Hein? Et réalise un chiffre d'affaires, de 62 milliards. Alors que son concurrent a dans les 700 employés et a un chiffre d'affaires qui va chercher dans les 300 milliards. Comment vous expliquez ça? Alors donc, vraiment... La malgouvernance, simplement, il n'y a pas les bonnes personnes à leur place. Donc, selon vous, après avoir élaboré de bons programmes, de bons projets, vous mettez des technocrates. Il faut adresser la question de la gouvernance et donc mettre des technocrates. Et le suivi. Faire le suivi. Voilà. Parce que lorsque vous avez fait des projets, vous avez investi, il faut suivre. Mais est-ce qu'il y a un certain suivi? Ou alors lorsqu'il existe, comment on fait? Qui sanctionne? On sanctionne comment? Donc il faut qu'on... Tout cela revient au niveau de la gouvernance. Lorsque la gouvernance restera villageoise, ça veut dire que celui qui a le pouvoir le gère avec les villageois, c'est-à-dire ses frères, entre guillemets, ça peut pas donner un succès, même au niveau de la Fédération des énergies nationales. Alors, il faut que le partage du pouvoir soit comme le partage de la richesse que nous avons. Pas un peu différent de ce que nous avons au Cameroun, que vous appelez équilibre régional. Nous pouvons avoir 20 ministères qui soient accordés à des technocrates, mais si les 20 proviennent d'un même pays, c'est-à-dire d'une même région, et qu'ils font satisfaction. Je vais vous dire, à une époque, j'étais encore jeune, les Camerounais ne faisaient pas de la politique, surtout à Douala. Parce qu'ils étaient occupés 24 heures sur 24. Et donc, la politique, c'était une affaire. Selon vous, on en fait aujourd'hui parce qu'on n'est pas occupé. Parce qu'on n'est pas occupé. Si vous avez vraiment, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'occupation, même ceux qui allaient à l'école n'y vont plus. On vous agresse maintenant à longueur de journée. Donc, le problème est celui-là. S'il y a des structures, le Cameroun a beaucoup de structures qui sont créées, qui peuvent s'autofinancer. On n'a pas besoin d'aller prendre dans le budget de l'État qui doit financer le développement des autres secteurs. Ces entreprises sont données aux mains des gens qui n'ont pas d'expertise, ne sont pas patriotes. Ils pensent que c'est une récompense politique
parce qu'ils ont fait voter telle ou telle personne ou poser telle activité politique. Et donc ne sont pas dans la Ils ne logique sont pas dans la logique de la rentabilisation. rentabilité, ni même, c'est-à-dire la seule chose c'est de plaire à la personne que leur a donné la mangeoire. Et cette manière de redistribuer les biens de l'État, les revenus, les richesses d'un pays ne peut aboutir qu'à des conflits à la longue. Donc il faut dépolitiser l'administration. Il faut dépolitiser l'administration et injecter davantage d'expertise pour faire avancer les choses. Mesdames, messieurs, c'est sur cette proposition, cette recommandation de Aristide Abou-Diotou que nous mettons un terme à cette partie de notre échange. Nous allons sans transition rendre hommage à un homme hors norme qui nous a quittés, Joseph Kadji Defosso, qui est mort à l'âge de 95 ans à l'hôpital Bedford Garden Hospital de Johannesburg en Afrique du Sud, plongeant toute la nation dans les mois et notamment sa famille naturelle. Lintia Kunte a fait un tour à son domicile de Yaoundé. Je vous propose de suivre ce reportage qu'elle a préparé pour nous. La vie commence comme une bougie s'allume. Elle s'éteint, mais dans les cœurs, les souvenirs restent à jamais ancrés. Samuel Etofiste, Stéphane Bia, Nicolas Nkolo, Idriss Carlos Kameni et Eric Djemba Djemba, tous deux ont débuté leur carrière à la Kadji Sport Academy du patriarche Kadji Defosso. Chacun d'eux a été capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Derrière ces légendaires du football africain se cachait ce grand Camerounais. Il n'est plus qu'un père. C'est que c'est un homme d'affaires très puissant. Je pense que son départ pour l'économie déjà camerounaise, c'est une grande perte. Il est 13h ce jour au domicile du défunt. C'est au quartier Bastos à Yaoundé. On observe un silence de cimetière. La famille est éplorée. Quelques minutes après, on note l'arrivée d'un groupe de chorale venu soutenir la famille dans sa calamité. La bougie allumée, la prière et les requiem accompagnent cette rupture, symbole d'un nouveau départ. La famille le présente ainsi comme une main de fer dans un gant de velours. Suivez les honneurs que la République lui donnera, c'est les honneurs qui reviennent à la personne. Mais qu'à vouloir savoir quelles étaient peut-être ses qualités et ses défauts, il m'est très difficile de vous répondre parce que même quand ça n'allait pas, M. Kadji était toujours fort. Et ce qui surprend tout le monde, c'est qu'un homme aussi fort soit décédé. Si vous rapprochez un peu les deux mots, un homme fort qui soit décédé, vous pouvez comprendre dans quel état d'esprit l'on se trouve actuellement. Il est originaire du département du Onkam, dans la région de l'Ouest Cameroun. En 1972, il entre de plein pied dans l'industrie brassicole en créant l'Union de brasserie du Cameroun. Comme Pierre Castel, il a fini par créer sa marque de bière, la Kadji Bière, et lui donna pour slogan « Il a fallu du temps ». En 4 décennies, l'infatigable entrepreneur bâtit un empire qui va de l'assurance en passant par l'immobilier, l'hôtellerie, le divertissement, l'industrie laitière et une entreprise de matières plastiques et la minorité. Selon le magazine américain Forbes, paru en 2017, il est l'une des plus grandes richesses d'Afrique francophone, avec une fortune estimée à près de 205 millions de dollars. Ce baobab politique est élu maire de Bana pour la première fois en 2002. Il va ainsi diriger cette mairie jusqu'en 2013, date à laquelle s'achève son 3e mandat. Mais ce dernier sera prorogé par le président de la République après adoption d'une loi irrélative par le Parlement. Le 20 mai dernier,
Il est décoré à l'insigne de grand chevalier de l'ordre de la valeur. Il laisse ainsi une grande famille inconsolable. L'Afrique en général, le Cameroun en particulier, pleure ce richissime homme d'affaires qui a contribué à l'indépendance. Le journal Le Quotidien de l'économie, titre nécrologique, Kadi Defosso, l'œuvre d'un capitaine d'industrie. Mutation, titre sobrement nécrologie, ainsi a vécu Kadi. Cameroun Tribune, titre nécrologie, Kadi Defosso est mort, et le journal Le Messager consacre sa grande une à ce sujet. Carnet noir, le roi Kadi Defosso est mort, vive le roi. Le quotidien Le Jour lui aussi a fait sa grande ouverture sur ce sujet. Hommage donc général. On a cru à un moment donné qu'il ne mourrait plus. Même enfin, je veux dire que il faut savoir rester rationnel. Nous sommes tous appelés à mourir. Tant il a pris une place importante dans le paysage national que... Oui, mais je pense qu'il ne mourra justement jamais, si c'est de ce point de vue-là. Parce que au regard de l'immensité de son œuvre, de son empreinte dans le tissu économique, pour peu que sa descendance garde le même le flambeau allumé. Je pense que, par exemple, on a une bière qui porte son nom. Il me semble que ces derniers temps même, en tout cas, c'est que des témoignages... L'Académie de football qui porte également son nom. Des témoignages que j'ai reçus des uns et des autres, il y a une amélioration en termes de qualité. Donc, moi, je pense que son œuvre continuera de parler de lui, même si l'homme n'existera plus. C'est également le... Oui, mais il faut dire, comme nous sommes en période électorale, c'est le moment de comprendre que chaque président crée ses hommes d'affaires. Et parce que si vous n'avez pas des hommes de confiance dans les affaires, il peut arriver à un moment que tout soit importé, que rien ne soit produit ici. Il faut donc que tous les gouvernements aient leurs hommes d'affaires. Et je pense que M. Kadi Defosso était donc l'un de ces pionniers qui ont soutenu la politique et du premier président et beaucoup plus du second que nous connaissons. Et peut-être ce qu'il a créé, je pense qu'il a laissé de bonnes capacités pour que c'était pas le style de patron qui voulait être partout. Il a créé des structures, il a délégué des pouvoirs à ceux qui en avaient la compétence. Donc je pense que il se repose simplement et que sa progéniture et tous ceux qui ont apporté l'expertise pour qu'on arrive à ce niveau vont continuer cette œuvre pour qu'à jamais il reste vivant. Et donc, travaillons à ce que d'autres Kadi Defosso naissent, grandissent, croissent et atteignent le même niveau, sinon dépassent d'ailleurs cette envergure, ce qui remet au goût de la table la question des champions nationaux et donc de tout l'environnement qu'il faut créer autour pour pouvoir favoriser leur émergence et leur développement. Oui, parce que c'est absolument c'est incontournable, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas projeter d'être un pays émergent à l'horizon, à un certain horizon, sans avoir un secteur privé fort, structuré et qui prend des parts de marché au-delà du marché national. Donc, inévitablement, l'État doit tout faire pour garantir l'émergence des industriels comme Kadi Defosso. Et pour moi, je vais le répéter, le premier appui de l'État, c'est d'abord de bien faire son travail, de ne pas perdre le temps aux hommes d'affaires, de ne pas racketter les hommes d'affaires. C'est-à-dire que cette subvention-là me semble la plus importante. Une fois que cela a été fait, maintenant on peut voir d'autres types d'encadrement, notamment peut-être des subventions qui peuvent prendre la forme d'exonération fiscale, mais il faut toujours que cela se fasse de manière bien surveillée, de sorte que chaque dépense fiscale réalisée par l'État au bénéfice d'une entreprise ait pour conséquence des retombées claires
notamment du point de vue de la création de l'emploi, peut-être du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc vraiment, parce que pour l'instant, moi j'ai plus le sentiment que c'est un peu flou. On aide un peu les gens, pas forcément parce qu'ils ont une idée bien structurée, pas forcément parce qu'ils sont dans un secteur d'activité utile pour le développement du Cameroun, mais souvent parfois parce qu'ils ont une ou deux connaissances. Donc ça, il faut lutter contre. La vie de Joseph Kadi Defosso, c'est une grande leçon aux détenteurs des pouvoirs financiers, lui qui a eu foi dans son pays, qui a eu le courage, l'audace d'investir ses ressources dans son pays. Ce n'est pas toujours le cas, avec le cas des évasions de devises que l'on connaît. Oui, c'est pour ça qu'on reviendra toujours à la bonne gouvernance. Si vous ne créez pas un cadre pour l'épanouissement des investisseurs, vous ne pouvez pas les avoir. Le Cameroun a effectivement beaucoup de potentialité en la matière pour que ce soit les nationaux, les internationaux, les étrangers, puissent venir s'implanter au Cameroun et qu'ils récoltent donc la plus-value qui peut donc être des impôts et taxes que ces entreprises vont payer. Mais lorsque vous n'avez pas une politique incitative à l'épanouissement des hommes d'affaires, vous ne pouvez pas avoir un développement espéré. Alors, un autre grand Camerounais nous a quittés. Je voulais peut-être dire... oui. Parce que ce qui est à saluer sur Kadi, c'est vraiment le côté industriel. Parce qu'on a beaucoup de richissimes là qui sont sur le commerce, par exemple. Commerçants qui nous créent la balance commerciale. Donc, vraiment, c'est pourquoi il faut bien souligner ce trait, c'est-à-dire que c'est un industriel qui a produit des biens et services pour aller vendre au-delà de nos frontières. Voilà, enrichissant ainsi notre balance commerciale. Donc, que nos opérateurs économiques en prennent graine. Je voudrais que nous réagissions en quelques minutes sur le décès de notre grand Camerounais, l'évêque d'Ezeka, Monseigneur Bogmis, dont on a appris le décès hier, décès subite, d'autant que manifestement aucun signe alarmant ne prédisposait à son décès. Vous avez également appris ce décès? En effet, j'ai appris ce décès et ce qu'il faut peut-être dire, parce que bon, il y a déjà tout un ensemble de choses qui circulent. Il faut pouvoir dire aux gens que il y a ce qu'on appelle la mort subite et que quand on regarde les pourcentages de plus en plus, le taux de mort subite est très élevé. Donc, c'est-à-dire avant qu'il n'y ait des investigations beaucoup plus poussées, gardons-nous à des conjonctures. À des conjectures, comment on va dire, fantaisistes. Parce que j'ai très vu le parallèle qu'on veut faire avec Monseigneur François Mboké, vous qui êtes sociologiquement proche de cette actualité, vous suggérez que nous restions prudents en attendant que... Oui, bien sûr, je pense que lorsque survient un cas de ce genre, nous avons quand même des unités spécialisées, que ce soit la police, que ce soit les médecins, qui peuvent nous dire avec exactitude ce qui est arrivé aux disparus. Mais pour le moment, je pense que il n'était peut-être pas très fatigué, mais il faisait déjà l'âge, le poids de l'âge, et que à ce niveau, vraiment, même nous qui sommes ici en studio, rien aujourd'hui, le poids de la responsabilité fait que parfois les neurones, toutes les veines ne tiennent plus et qu'il puisse y avoir rupture au moment où vous êtes dans votre sommeil et tout peut arriver. Non, je pense que si à son âge il s'est reposé, qu'on lui évite d'autres polémiques, sauf si nous avons donc des éléments beaucoup plus clairs là-dessus qui vont permettre
que l'on sache effectivement quel est le niveau de sécurité que nous avons aujourd'hui. Parce que si des gens de cette catégorie ne peuvent pas être en sécurité dans leur lieu sain, ça veut dire que nous avons atteint une cote d'alerte en matière de sécurité. Alors, toutes causes confondues, il y a quand même 3 prélats qui nous ont quittés en l'espace de moins de 2 ans. C'est une immense perte pour l'Église catholique, mais également pour notre pays. Et du coup, cela remet au goût du jour la fragilité de nos parcours, même pour des personnalités que l'on soupçonnait, sans doute à tort, à l'abri d'un certain type de fragilité. Lorsqu'elles partent de cette manière, cela nous rappelle que finalement, qui que nous sommes, à quelque niveau social ou politique que nous sommes, nous restons fragiles. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir conservé votre fidélité. Merci à vous, Aristide Aboudi-Otto, de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau pour cette première édition de l'éditorial sur HTV. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous donnerez une suite favorable à notre invitation. Vous permettra, ce sera avec plaisir. Merci également à vous, François Mboké, directeur de publication du journal Diapason. Merci de nous avoir honoré de votre présence pour cette première édition de l'éditorial. Et j'espère aussi pour vous que ce n'est pas la dernière fois que vous nous honorerez de votre présence. Merci de l'échange qu'on a eu. Je pense que toutes ces discussions apporteront quelque chose à nos téléspectateurs. Et si c'est le cas, pourquoi pas revenir? Merci. Merci donc, mesdames, messieurs, de nous avoir conservé votre fidélité. Nos programmes se poursuivent sur HTV. À la semaine prochaine et excellent week-end.